Salutations et bienvenue à ce 29e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Il y a peu de temps, j'ai produit une vidéo sur Tai Lung, l'antagoniste du premier film Kung Fu Panda. L'opinion que j'ai développée dans cette vidéo, c'était que Tai Lung, en termes d'antagoniste dans cette licence, c'est celui qui est supérieur, même supérieur à Lord Shen, le méchant du deuxième film, bien que les deux soient d'une qualité incroyable. Et puis, ceci est arrivé. L'histoire de Shen est juste celle qui me touche le plus. Analyser sa fin, ses capacités et son style martial, voici des chaînes YouTube qui en ont déjà parlé. Shen, s'il te plaît. Bonjour, puis-je connaître l'OST à 28 minutes 30, super vidéo, hâte d'avoir un essai sur Shen. Seigneur Shen, Seigneur Shen, Seigneur Shen. Très dur de dire qui est le meilleur méchant entre Tai Lung et Shen, hâte de voir ta vérité sur lui. Le Seigneur Shen, tout petit cœur. On devrait parler de Shen et de Kai dans une vidéo, ce serait trop bien. Pourrais-tu faire Shen? Donc non seulement ça c'est même pas la moitié des réactions que ça a suscité, mais ça, c'est juste sous la vidéo sur Tai Lung. Parce qu'on me l'a demandé, Shen, sur les analyses du mal. On me l'a demandé souvent. Vous savez, moi, je suis un fan de Star Wars qui pense que la postlogie est pas entièrement achetée. Je suis totalement en paix avec le fait que des fois, j'ai des opinions qui vont susciter un débat. Mais là, pour Kung Fu Panda, je pensais pas que ça irait si loin. Plus sérieusement, c'est exactement de ça que je parle quand je vous demande de me réclamer des méchants. Soyez donc sûr de réclamer votre petit chouchou en commentaire pour de futures vidéos. Et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche, ainsi que de laisser un like pour le référencement, sans oublier de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous imaginez pas à quel point c'est utile pour le référencement. Sur ce, Shen, c'est en effet un méchant qui est très particulier. Bon, on va se débarrasser de ça tout de suite. Je l'ai dit et je vais me répéter, selon moi, chez DreamWorks, on produit probablement les meilleurs personnages du cinéma d'animation actuel. Je sais que vous allez aller en commentaire, vous allez me parler de Claude Frollo, de Scar, peut-être d'Ursula, et c'est vrai que ce sont de bons méchants, d'excellents méchants même. Mais la réalité, c'est qu'aussi qualitatif que soient ces personnages, DreamWorks fait juste mieux. Pourquoi? Parce que chez DreamWorks, on dirait vraiment que le développement et le traitement des personnages, c'est la priorité du scénario. Et après, t'as Boss Baby, oui, je le sais. Et cette priorité, on la retrouve dans la licence Kung Fu Panda. Elle est aussi concrète qu'il est possible de l'être avec ces trois antagonistes. On retrouve quelque chose de particulier en termes de développement, c'est-à-dire une backstory. Dans le sens où chez Kung Fu Panda, une grosse partie du développement de ces personnages est déjà arrivée avant l'œuvre. Et le spectateur va les découvrir de manière rétroactive avec les protagonistes. On a tous déjà vu ces schémas classiques de films d'animation Disney où ça tourne autour du fait que le méchant veut quelque chose et que ça donne que le héros se dresse sur son chemin. Mais chez DreamWorks, on humanise le tout. C'est pas juste qu'au début du film, le méchant a un but, c'est qu'il a un but depuis très longtemps et qu'il a voulu l'accomplir par le passé. Et là, ça donne que le protagoniste commence son développement autour de cette histoire. Différence qui est très minime, mais qui est assez importante pour mériter d'être souligné. Sur ce donc Shen, même si je préfère encore Tai Lung, je dois avouer que c'est un méchant particulier. Particulier au sein de la licence Kung Fu Panda. Pourquoi? Parce que des trois antagonistes principaux, il est le seul à s'opposer au protagoniste. Tout ça et bien plus encore ici, soyez sûr d'avoir vu Kung Fu Panda 2 pour éviter les spoilers et comme d'habitude, je vous rappelle que vos analyses et théories sont les bienvenues en commentaire. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Shen. Un jour, dans la cité de Gogmen, naîtra dans une famille de nobles pans un enfant. Et cet enfant, c'était Shen. À Gogmen, les pans, ils sont des nobles, mais aussi d'importantes figures politiques, principalement connus à cause de leur innovative invention, les feux d'artifice. Ce qui est un joli parallèle, parce que je le rappelle, mais les feux d'artifice, les historiens s'accordent plus ou moins sur le fait que c'est né bel et bien en Chine autour du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, c'est une fierté nationale. On dit qu'on explose des feux d'artifice au Nouvel An chinois pour repousser les mauvais esprits. Ce qui, dans Kung Fu Panda, devient très vite ironique, parce que si les pans distribuaient et utilisaient les feux d'artifice bel et bien pour amener la joie au peuple, Shen, son premier réflexe a été de trouver comment les transformer en armes. Et ça a pas l'air de dater d'hier parce que c'est dit que même Shen, quand il était tout petit et qu'il jouait près du trône de son père et que ce dernier lui promettait qu'un jour il serait sien, Shen commençait à avoir de plus en plus le désir de pouvoir et de dominer. J'imagine que l'éducation de Shen a dû ressembler à quelque chose comme ça. Bon, fiston, je te présente ma dernière invention, j'appelle ça le crayon. C'est fait pour appliquer la couleur, pour écrire, prendre des notes, tout ce que tu veux. Ça applique de la couleur et ça écrit, tu dis?
Oui, tu peux l'utiliser sur de la toile, sur du papier, même sur des murs. Vraiment, le ciel, c'est la limite. Ah, ok. Est-ce que c'est possible de l'utiliser pour planter dans la jugulaire d'un innocent et le voir se vider de son sang lentement en le regardant dans les yeux? Tu fais quoi, papa? Je fais un appel. Oui, allô, j'aimerais savoir si c'est possible de poursuivre mon pédopsychiatre. Les parents, donc très inquiets de voir que leur enfant est en train de se transformer en sociopathe, vont aller consulter la diseuse de Bonaventure de la cour, qui va leur prédire que si Shen continue dans cette voie, il sera défait par un guerrier noir et blanc. Shen, depuis une autre pièce, entendra cette prédiction et assumera que ce dit guerrier, c'est un panda. Il va donc avoir une réaction tout à fait humaine. Bien qu'il soit un pan, Shen va bel et bien prendre note des figures politiques humaines et va faire ce que tout le monde fait quand son pouvoir est menacé, c'est-à-dire un génocide. Le pan blanc va donc monter une armée de loups qu'il va utiliser pour s'en prendre à un village de pandas non loin, bien déterminé à n'en laisser aucun en vie. Et dans ce village se trouvait un enfant que la mère protégera par-dessus tout, jusqu'à ce qu'il aboutisse dans une caisse de radis qui finira derrière un restaurant de nouilles. Heureusement pour nos amis noirs et blancs, certains pandas purent s'échapper et atteignir une commune loin de tout, là où ils seront en sécurité. Shen, lui, il va revenir à la maison, s'attendant à de la gloire, mais c'est malheureusement du dégoût et de la peur qu'il verra dans les yeux de ses parents. C'est malheureusement dans la honte que Shen sera exilé de Gogman City, les pans n'ayant plus d'héritier. À leur mort, la régie de la ville ira à Maître Rhino et à son conseil du Kung Fu. Le pan banni dans la honte va prendre avec lui son armée de loups, jurer de se venger et d'un jour prendre le contrôle de Gogman City et de la Chine au complet. Et il va en prendre du temps pour élaborer son plan parce qu'il sera absent pendant 3 décennies. Ce qui veut dire que Po est un trentenaire, ce qui est quand même super bizarre. Oh, j'ai seulement vu des peintures de cette peinture. J'ai jamais vu ces trucs-là de ma vie. Je sais même pas d'où ils sortent. Papa, t'as égratigné ma tigresse. Bref donc, pendant ces 30 ans, Shen, il va forcer ses loups à se procurer du métal en quantité industrielle, le tout pour accomplir son but. Transformer via ce métal les feux d'artifice de ses parents en armes assez puissantes pour venir à bout de n'importe quel combattant. Dit comme ça, je comprends que ce soit un petit peu stupide, mais le fait étant que ce sont des maîtres du Kung Fu qui ont pris la régie de Gogman City. Shen donc, son but, c'est d'éradiquer le Kung Fu. Pendant ce temps, Po va s'attarder à sa nouvelle quête, trouver ce qu'on appelle la paix intérieure, une méthode à la fois de méditation et de pratique du Kung Fu offensif et défensif que Shifu va tenter de lui enseigner. Le Boss Wolf, parce que oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, va informer Shen qu'il manque du métal. Il enverra donc sa meute en chercher dans la vallée de la paix, stoppée par Po et les 5 cyclones. Mais Po se fera prendre par surprise par un mystérieux symbole qui va révéler une partie de ses souvenirs enfouis. Shen va revenir à Gogman City avec sa nouvelle arme, confronter Maître Croc et Maître Bœuf, les deux s'entraînant sous la tutelle de Maître Rhino. Bonjour à vous, chers messieurs. Laissons là les politesses si allons droit au but. Veuillez, s'il vous plaît, quitter mon palais. Devant l'arrogance du pan, Maître Rhino va lui ordonner de partir, là où Shen va révéler son canon, tellement puissant qu'il vient à bout de son légendaire coup de corne défensif. C'est là qu'une énorme réaction se produit. L'arme du pan contre le coup de corne du rhinocéros. Une force inarrêtable qui rencontre un objet immovible. Le paradoxe ultime. Connais-tu le maître de la ville de Gongman? Maître Rhino foudroyant? Oui. Le fils du légendaire maître Rhino volant? Oui. Et tueur des 10 000 serpents dans la vallée du malheur? Il est mort. Il s'est quand même pris un obus à la gueule. C'est quand même incroyable pour ce film familial d'impliquer que Shen a juste tiré dans la face de quelqu'un avec un canon. Donc, il va simplement rester Maître Bœuf et Maître Croc qui vont s'enfermer eux-mêmes dans la prison de Gogman, de peur que, s'ils résistent, Shen déchaînera son arme contre la ville. La nouvelle, éventuellement, elle va atteindre le palais de Jade, là où les 5 cyclones et le dragon guerrier vont devoir se rendre à Gogman City pour y arrêter Shen. Sauf qu'entre-temps, Po, il va faire une découverte par rapport à son passé. Tu as peut-être été adopté. Je le savais. Scène qui, au passage, avait été teasée dans le premier film. Je sais pas, papa. Honnêtement, des fois j'ai beaucoup de mal à croire que je suis ton fils. Oh, je crois que le moment est venu de te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a bien longtemps. L'ingrédient secret de ma soupe à l'ingrédient secret. Oh,
Shen reprendra le trône de son père et va convoquer la voyante qui lui apprendra que rien n'a changé. Sa destinée est toujours d'être vaincue par un guerrier noir et blanc. Arrivé à la ville, la Team Panda va se laisser capturer, le but étant d'infiltrer le palais, de se retrouver devant Shen, d'identifier l'arme et de la détruire. Ils vont donc arriver devant le pan et malgré le fait que Po soit enchaîné et qu'il soit Po... Merci pour le transport, pour ces dernières volées. Ok. J'ai un peu vomi au 3e étage. En bonne santé. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais écartez-vous, je vous prie. C'est une dame. Oh, désolé. On a réussi! Shen se sentira quand même un petit peu intimidé par le panda. Après tout, il est devant la personne qui est destinée à le renverser. C'est là que Shen, il va réaliser que Po, il a jamais été mis au courant du génocide des pandas. Et aussi que, il sait pas que c'est lui qui l'a privé de ses parents. Shen va ordonner l'exécution des prisonniers. Mais tout ça, ça faisait partie du plan parce que Maître Mante s'est substitué par sa figurine d'action dans la cage. Scène qui, au passage, était aussi teasée dans le premier film. 5 cyclones. Vous êtes tellement plus grand que vos figurines. Sauf peut-être toi, Mante. T'as la même taille. Tigresse et Mante parviendront donc à détruire l'arme de Shen. Po va s'opposer à lui avant de voir son symbole sur sa queue de pan, le faisant plonger de nouveau dans un flashback. Ce petit moment d'hésitation, c'est tout ce dont avait besoin Shen pour être capable de s'enfuir. Il se réfugie donc de l'autre côté de la ville dans la fabrique de feux d'artifice, là où, surprise, attendaient des centaines d'autres canons. Les héros vont donc battre en retraite. C'est là que Tigresse va ordonner à Po de rester au campement du simple fait qu'il n'est pas à 100% d'efficacité. La voyante de Shen lui dira qu'il est sur la mauvaise voie, tenter de le raisonner à grands coups de sarcasme, mais il va la bannir, ne l'épargnant qu'à cause de sa loyauté envers ses parents. Les 5 cyclones vont donc attaquer la fabrique de feux d'artifice, suivi à leur insu par Po qui est là pour confronter Shen. Le pan va mentir au panda, il lui dira qu'il a été abandonné et que ses parents ne l'ont jamais véritablement aimé. T'es présent, oui, au moment où tes parents t'ont abandonné. C'était affreux. Tes parents n'avaient pas d'amour pour toi. Mais tiens, laisse-moi te soulager. Ça va déstabiliser Po, juste assez pour que Shen puisse reprendre l'avantage et va tirer sur le panda avec le plus grand de ses canons. Po va finir dans une rivière, se rappeler de la réalité de la nuit où Shen lui a pris son village et sa famille, et tout comme Shifu quelque temps auparavant, c'est dans la souffrance que Po va atteindre la paix intérieure. Pendant ce temps, Shen, il a monté une flotte de bateaux de guerre, chacun armé avec de ses canons. Il a aussi capturé les 5 cyclones qui, à ce moment, il croit que Po, il est mort. Mais surprise, surprise, qui arrive pour sauver la situation, c'est bien Po, le dragon guerrier. Po? Shen! Un panda se tient entre toi et ton... Quoi? Mais quoi, mais... Ça, c'était la dernière fois, peut-être même la seule fois dans toute l'histoire du cinéma où cette blague a été drôle. Po va se jeter sur les bateaux de guerre, faisant que Shen ne peut plus vraiment tirer dessus avec ses canons parce qu'il va détruire sa propre flotte. Il va ensuite libérer les 5 cyclones. Arriveront en renfort Maître Shifu, Maître Bœuf et Maître Croc. Face à ce carnage, Shen va ordonner à Boss Wolf de tirer, peu importe le nombre de ses hommes perdus. Monsieur, on va tuer nos hommes! J'ai dit feu! Non! C'est un moment quand même important. Tu vois à quel point Shen, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est quand les bateaux atteindront le port que Po se retrouvera devant les navires. Le pan va ordonner son exécution par canon. Tout est joué, le panda va mourir et Shen aura gagné. Il ordonne de tirer le premier coup. Feu! Paix intérieure. Po, ayant atteint la paix intérieure, parvient à rediriger les coups de canon qui se multiplient. Et c'est quand Shen tirera son plus gros boulet que Po va l'utiliser pour détruire son arme et sa flotte. Les deux adversaires se confrontent. Shen est rempli de haine, Po ne lui a pas pardonné, mais ne cherche pas à se venger. Il lui laisse alors le choix. Il faut oublier le passé, ça n'a plus aucune importance. La seule chose qui importe, c'est ce que tu choisis d'être maintenant. Évidemment, c'est ici que le pan se déchaîne. Désolé. Donc Shen, il s'en prend à Po, mais c'est plus vraiment par ambition ou dans le but de nourrir ses sombres desseins. C'est plus par rage et désir de vengeance, là où Po se contente de bloquer et d'esquiver la plupart de ses coups. Au final, Shen acceptera sa mort quand un de ses canons lui tombera dessus par sa faute, étant symboliquement écrasé
par le poids de sa propre ambition. Et juste en faisant ce résumé, on comprend pourquoi ce méchant m'a été extrêmement réclamé en commentaire. Produit par une société d'animation dont la force est de faire des bons personnages travaillés, Shen est, dans le contexte, dans le top tiers de ce qu'il fait en matière d'écriture. Et vous savez quoi? Ça a presque été différent. Ce qui aurait pu être. Shen, c'est un pan. Et le pan, je crois que je vais choquer personne en disant que c'est pas l'animal le plus intimidant sur la planète. Surtout qu'il passe après Tai Lung. Et je le rappelle, Tai Lung, c'est un léopard des neiges qui est aussi un des prédateurs du panda géant. En même temps, tu me diras, dans la nature, les pandas géants, c'est des grosses victimes. Et le choix curieux derrière cet animal, c'est le fait qu'à la base, Shen, c'était pas censé être un gros antagoniste. Apparemment, dans le premier film, Shen, c'était censé être le maire du village de la Vallée de la Paix. Il était censé être un petit peu véreux, corrompu, etc. Mais la vraie menace du film, c'était Tai Lung. Il était un peu l'antagoniste secondaire, si vous voulez. L'idée a très vite été abandonnée pour se concentrer principalement sur Po, sur Shifu et sur Tai Lung, et aussi parce que, soyons honnêtes, dit comme ça sonne assez anecdotique. C'est juste dans Kung Fu Panda 2 que quelqu'un a vu le potentiel et a décidé de recycler l'idée. Et si ça vous dit quelque chose, c'est parce que c'est exactement ça qui est arrivé aussi à l'armée de loups et de gorilles de Shen. À la base, ils devaient être sous les ordres de Tai Lung dans le premier film, mais ça a été décidé de les enlever. Ma petite théorie, vous me dites ce que vous en pensez, c'est que Jennifer Yu Nelson, la réalisatrice de Kung Fu Panda 2, elle a vu énormément de potentiel dans ce que faisait Mike Mitchell, le réalisateur du premier film, qui au passage revient pour Kung Fu Panda 4. En fait, si on s'accorde à Yu Nelson elle-même, Shen, c'était une des premières idées à avoir été développée pour le film, que l'idée derrière, c'était d'aller dans la direction opposée de Tai Lung en termes de design et de caractère. Tai Lung, selon elle, c'était le genre de personnage qui rentre dans une pièce et qui peut frapper quelqu'un au visage et simplement vivre avec. Avec Shen, on voulait peut-être un méchant un petit peu plus posé, un petit peu plus patient et, disons-le, un petit peu plus politique. Les deux sont très dangereux, mais pas pour la même raison. Elle a aussi dit que le premier film des deux Kung Fu Panda, c'était le plus difficile des deux, parce qu'on devait construire les personnages de zéro. Alors, considérant qu'on avait déjà de très bonnes idées qui n'ont pas été exploitées dans le premier film, je trouve ça très normal, même une bonne façon de signer son travail, de les avoir réutilisés dans le deuxième. Et je comprends qu'on n'ait pas utilisé Shen dans le premier comme méchant secondaire, parce que le fait étant que, si on se réfère à Yu Nelson encore une fois, Shen, en termes d'animation, il est aussi difficile à animer que 6 autres personnages mis ensemble. Alors forcément, en faire un personnage secondaire et anecdotique, je comprends que ça puisse être chiant. Mais ça veut pas dire qu'il n'a pas été réécrit encore, parce qu'à la base, on avait une toute autre idée pour Shen. Comme vous l'aurez remarqué, Shen, c'est un pan totalement blanc. Il est donc un pan albinos. Bon, ok, non, c'est pas vrai, il a de la couleur sur lui, il est donc pas albinos, il est atteint de leucisme. Le leucisme et albinos, ça se ressemble beaucoup. Le fait étant qu'être albinos touche l'animal au complet versus un animal touché de leucisme où c'est réservé à certaines parties du corps. Bref, Shen, il est atteint de leucisme et le scénario original du film voulait que ses parents voient ça comme une preuve de faiblesse et le trouver trop piteux pour ne pas mériter leur attention. Ce qui est vraiment mal écrit. Je veux dire, il y a personne sur la planète qui est une enflure au point de penser que quelqu'un a moins de valeur que lui-même dû à sa couleur. Leur réaction à la famille de Shen, donc comment je l'imagine dans cette version du scénario, c'est de penser que, en n'ayant pas de couleur, Shen, il porte atteinte au nom de la famille royale. Après tout, autant au niveau naturel que culturel, les pans, c'est des animaux reconnus pour leur couleur. Et les feux d'artifice, ils sont appréciés relativement pour la même raison. Et fun fact, juste histoire de tourner le couteau dans la plaie, ça existe des pans qui naissent entièrement blancs sans être atteints de leucisme ou être albinos. Donc Shen, il aurait peut-être été totalement dans la norme, mais rejeté quand même. Et ce rejet parental, c'est ce qui aurait pu conduire Shen vers le mal, versus le film qu'on a eu où c'est presque dit textuellement que les ténèbres ont toujours été en lui. Mais leur fils, le seigneur Shen, prêtait un plus sombre pouvoir au feu d'artifice. Ce qui avait apporté couleur et joie pouvait également apporter les ténèbres et la destruction. Et personnellement, ce script alternatif, moi je l'aime bien, mais je comprends aussi pourquoi il n'a pas été utilisé. On aurait eu un Shen triste, un Shen pathétique avec qui on aurait pu empathir parce qu'il n'a jamais eu l'attention de ses figures parentales et qu'il n'a jamais eu le sentiment d'être assez bien pour eux. Sauf que ça, on l'avait déjà, c'est plus ou moins l'histoire de Tai Lung. Et il l'a élevé comme son fils. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te rendre fier. Dis-moi si tu es fier de moi, Shifu.
Dis-le-moi. Et si, personnellement, j'ai trouvé ça très divertissant de vous voir argumenter en commentaire lequel de Shen ou Tai Lang est le meilleur antagoniste, s'ils avaient en plus eu la même histoire, ça aurait juste été redondant. Et au final, je pense que c'est ce que j'aime personnellement chez Shen, c'est le fait qu'il est méchant et puis que c'est comme ça. La prophétie ne dit pas forcément qu'un panda va le défaire, elle parle juste d'un guerrier noir et blanc. Shen a décidé arbitrairement que c'était un panda et il les a tous génocidés. Maintenant que j'y pense, dans la vidéo sur Tai Lang, je disais qu'il ressemble énormément à Azula en termes d'histoire. Shen, c'est le seigneur du feu Sozin. Et on peut se sentir désolé pour Shen, c'est possible, mais pas pour les mêmes raisons que Tai Lang. Le léopard des neiges a été brisé par une figure parentale qui en demandait beaucoup trop. Shen, lui, il est né mauvais, il est né pourri et ça a toujours été ce qui allait le conduire vers sa propre tombée. Ah, et aussi dans les concept art original du film, Shen, son bras droit, ça devait être un gibbon assassin. Je suis très curieux de savoir ce que ça aurait donné, mais ça aurait été un petit peu trop récurrent avec le boss loup. Bref, le Shen qu'on a eu ou un Shen alternatif abandonné d'une famille noble. Dites-moi en commentaire laquelle des deux propositions vous semble la plus alléchante. Nous, on passe à la suite. L'or et le rouge. J'en ai parlé un petit peu avant, mais la couleur dans Kung Fu Panda, c'est quelque chose de très important. La couleur or est, à travers la saga, utilisée pour représenter l'héroïsme. Po, ses pouvoirs de guerrier dragon sont dorés. Tigresse, dans le 3, après avoir complété son entraînement, elle troque son kimono rouge vin pour une tenue dorée. C'était même la raison derrière les yeux d'or de Tai Lang. Il n'est pas un héros, mais il se voit comme tel. Et c'est ici que tout commence. Si oui, la couleur or représente bien l'héroïsme dans Kung Fu Panda, Shen, vous l'aurez remarqué, la couleur qui le suit, c'est le rouge. Dans la palette de couleurs utilisée pour ces films, le rouge sert à symboliser le pouvoir et la conquête. Ce qui colle relativement avec la culture orientale. Selon le Musée national des arts asiatiques en Chine, rouge, c'est la couleur de la vie et de la prospérité, parce que c'est une couleur liée au sang, au soleil et au feu. Mais avec Shen, c'est utilisé, comme mentionné, pour symboliser le pouvoir, comme une espèce de corruption de ce message. Pensez-y, essayez d'obtenir le pouvoir sans vitalité, prospérité et énergie. Et là où ça devient intéressant, c'est que le rouge en Orient et plus particulièrement en Chine, c'est aussi une couleur qui est énormément liée à la célébration. Shen, dans sa palette de couleurs et dans son écriture, vient prendre une couleur qui est liée à la célébration et la transforme en une arme pour conquérir. Ce qui est exactement ce qu'il a fait avec les feux d'artifice de ses parents. Au niveau plus littéral, regardez ça, on ouvre sur la tour de ses parents avec un magnifique coucher de soleil rose et doré, et quand Shen arrive, autant l'ombre que le ciel deviennent d'un rouge sombre et saturé. Il amène la conquête avec lui, et je rappelle que cette scène se finit avec la mort de Maître Rhino. Ça établit la puissance de son arme. Une autre bonne utilisation chromatique, c'est dans la scène qui amène les 5 époux à Gongmen City. Po, même exténué, est prêt à se battre et se retrouve éclairé par un soleil d'or pendant que Shen est illuminé de rouge dans son usine où sa machinerie travaille pour lui. On a les 5 qui marchent à l'unisson sous un soleil couchant doré. Po fait un mouvement de bâton qui transitionne sur Shen qui lui s'entraîne seul devant un ciel écarlate. Le message ici est clair, les héros sont en chemin illuminés d'or, le méchant les attend avec une puissance symbolisée par le rouge. Mais les deux parties font un mouvement d'armes, clairement déclarant que c'est un combat entre les deux antagonistes qui les attend. Jusqu'à cette magnifique transition où Shen et Po se retrouvent dans un yin et un yang de leurs couleurs respectives, montrant clairement où ça s'en va. Si les cyclones accompagnent Po, c'est bientôt Panda que va incomber la tâche de défaire le malveillant tyran. Et la dernière fois où cet effet est magnifiquement utilisé, c'est à la fin. Po, à ce moment, il est encerclé. La palette de couleurs est rouge et sombre. La couleur vient nous montrer la puissance de Shen. Mais quand Po va prendre le boulet du pan et lui renvoyer, son énergie le fera changer de couleur. Il devient doré. Jusqu'à la fin, où Po dévie le dernier et le plus gros boulet, on a un plan très rapide sur le visage de Po où il est subtilement éclairé de lumière dorée. Et c'est d'un yin-yang en or que Po va renvoyer le boulet, qui est à la fois doré et rouge, symbole du pouvoir que Po a obtenu en devenant un vrai héros. Il va ensuite faire un beau discours où le ciel est en or et Shen est de façon presque surnaturelle dans un éclairage rouge et sombre. Le pan est dominé par son propre pouvoir et c'est là justement qu'il va trouver la mort. Bref, la couleur dans Kung Fu Panda 2, c'est quelque chose qui est aussi bien, voire mieux utilisé que dans le premier. Ça fait partie des raisons pourquoi, même si je préfère Tai Lang, je considère que le deuxième volet de la saga est le meilleur épisode. Et puisqu'on parle de pouvoir, il y a un territoire sur lequel on est obligé d'aller. La machine de guerre.
Bon, déjà ici, si la politique ça vous fait peur ou ça vous énerve, soyez sûr de skipper au prochain chapitre. Je veux dire, je mets des chapitres dans la barre de lecture, c'est pour une raison. J'ai énormément jusqu'ici parlé des méchants de Kung Fu Panda au sens large et je pense qu'il y a une raison pour ça. Je sais pas si on peut dire que les méchants de Kung Fu Panda c'est les meilleurs méchants de chez DreamWorks, mais est-ce que c'est leur plus emblématique? Ça ne fait aucun doute. Et au sein de ce trio, ce qui vient énormément différencier Shen de Kai ou de Tai Lung, c'est que Shen, c'est pas un guerrier. Déjà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il est loin d'être faible au corps à corps. Il se débarrasse d'une équipe de garde sans faire d'effort et il retient Maître Croc et Maître Bœuf à lui seul. Mais le fait étant qu'en termes de puissance au corps à corps, Shen, il est clairement pas fait pour se battre seul et être en ligne de front, même si oui, il en impose. Pour ce qui en est des maîtres du Kung Fu du début, Maître Rhino lui-même, il le dit que c'est un avertissement, que Shen, il peut encore s'en aller. C'est donc pas trop dur de penser que Maître Croc et Maître Bœuf retenaient leur coup face au pan. C'est un avertissement. Et même à ça, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, Shen, il l'admet lui-même à voix haute qu'il est incapable de rivaliser avec leur Kung Fu. Tu ne fais pas le poids contre notre Kung Fu. Tu as raison. Mais ça, oui. Théorie supportée par la fin, là, où Maître Croc et Maître Bœuf font du 2v50. Et aussi, Shen, il a du mal à faire jeu égal avec Po. Po, dans Kung Fu Panda 2, on a tendance à l'oublier à cause de ses scènes de combat qui sont juste excellentes, mais il est pas à pleine puissance. Il l'admet lui-même qu'il est encore novice. Alors, ce sera la fin du Kung Fu. Mais je viens d'apprendre le Kung Fu! Analyse supportée par les bandes annonces du 4 où c'est quand même très impliqué que l'histoire de ce dernier volet va tourner autour du fait que Po a complété son entraînement et qu'il est maintenant prêt à lui-même enseigner. Ah bon? J'ai pu être le guerrier dragon? Promu guide spirituel de la vallée de la paix. Bref, Shen, en termes de combat au corps à corps, il est pas n'importe qui, mais c'est pas non plus l'armée d'un seul homme qui était Kai ou Tai Lung. Pourquoi? Parce que simplement Shen, il n'est pas écrit comme un guerrier, c'est plus vicieux, il est écrit comme un tyran. Il rentre parfaitement dans l'archétype du tyran, et archétype, j'utilise ce mot beaucoup, alors pour une fois, on va s'attarder dessus. En plus d'être mon mot préféré à caser dans une conversation lambda pour avoir l'air brillant, archétype, c'est un type primitif et idéal. C'est littéralement le type qui sert de modèle. Pas de modèle de vertu, d'exemple à suivre, de modèle tout court pour tout et n'importe quoi. En écriture, par exemple, si je vous dis que je veux écrire un héros, voici les caractéristiques archétypes du héros et on peut donc partir de ça pour commencer à construire un personnage. Cette idée nous vient de Carl Jung, psychiatre et psychoanalyste de métier suisse d'origine. Si vous nous regardez donc depuis la Suisse, manifestez-vous en commentaire. Mais bref, l'archétype, c'est des patterns qu'on peut remarquer autant en fiction que dans la vie de tous les jours autour de nous. Et Shen, c'est l'archétype d'un tyran. C'est-à-dire un être rempli de rage et de colère qui viennent d'un manque d'estime personnelle, soit d'une peur profonde. Comme Shen qui a peur de se faire renverser et est en colère à cause de sa situation familiale. Les tyrans sont souvent vus comme faisant du mal aux gens plus bas qu'eux dans une certaine hiérarchie. Et Shen, il tue littéralement un général qui refuse de lui obéir. Il a aussi les défauts classiques de cet archétype, à savoir la haine, l'envie et le complexe de supériorité. Sans parler des comportements très abusifs face aux autres. Le bonheur se prend sans permission. Et je prendrai le mien. Et le tyran, c'est aussi quelqu'un qui peut masquer la peur et l'anxiété par une fausse confiance en soi. Je rappelle que Shen, il avait tellement peur d'être renversé par un guerrier noir et blanc qu'il a littéralement commencé un génocide de pandas. Mais le tyran, il possède aussi du charisme, de l'intelligence tactique et la capacité de bien parler devant une foule. C'est l'arme la plus redoutable du tyran, la capacité de faire que les gens se rallient derrière lui. Et tout ce que je viens de vous dire, ça vient de knowyourarchetypes.com. C'est un site qui répertorie les archétypes de la littérature. Mais en regardant le site, je suis pas sûr si c'est fait avec de la recherche ou si c'est simplement des articles pondus avec 100% de subjectivité basés sur de simples observations. C'est donc à prendre avec énormément de pincettes. Mais le fait étant que ça reste intéressant de regarder comment ça s'applique au développement du personnage. Si je vous dis ça, c'est parce que Shen, ce qu'il veut, c'est pas juste le pouvoir brut comme Kai ou le pouvoir via la reconnaissance comme Tai Lung. Ce qu'il veut, Shen, c'est un pouvoir
politique. Il tente de conquérir la Chine par la force et malheureusement, puisqu'on a déjà établi que c'est un leader politique et que le rouge, c'est sa couleur qui le définit, le fait étant que c'est rien que la Chine n'a jamais vu en fait. Je crois donc qu'avec les éléments présentés dans le film, on peut théoriser et ainsi réaliser ce serait quoi une Chine régie par le Seigneur Shen. Première question à répondre, c'est quoi le régime politique dans Kung Fu Panda? En voilà une question que je pensais jamais me poser à voix haute. On n'a pas beaucoup d'indices à ce sujet, mais le fait étant que Shen, il est censé être l'héritier d'une famille de nobles qui régnait, et la fin de cette lignée est seulement arrivée quand Shen a été banni et qu'il n'y avait plus d'héritier. Moi, j'aime y voir un écho au système de dynastie chinoise, où la Chine était répartie dans de multiples territoires, chacun avec leur famille de seigneurs. Et moi, j'aime ramener ça vers un écho à la période des royaumes combattants, qui durera du 5e siècle à 221 avant Jésus-Christ, là où divers États chinois rivaux se faisaient la guerre pour obtenir du territoire. Et considérant le fait que c'est le genre de système politique qu'on retrouve ici, je pense que Shen avait pour but de faire comme la dynastie des Qin, c'est-à-dire réussir à unifier la Chine en un empire. Un empire avec Shen à sa tête. Et c'est ça qui le rend dangereux en tant que tel. Ce qu'il laque en puissance physique, il fait plus que le regagner en moyens de pression, en puissance politique, voire même en propagande. Regardez ça, il a sa propre armée, il a des usines, il a même des loups sous ses ordres qui canoniquement sont des mercenaires. Ce qui veut dire qu'il doit avoir une façon de les payer. Il vogue sur une flotte de bateaux de guerre à ses couleurs et à son image. Plus dictateur que ça, tu meurs. C'est donc malheureusement ce que je pense que la Chine serait devenue sous le régime de Shen. Un empire qui, malheureusement, n'est qu'un camouflage pour une dictature. Un sacrifice signifiant, car la Chine tout entière sera ma récompense. Heureusement qu'il y avait Po. Le némésis du panda. Si vous me demandez quels sont les thèmes principaux de la licence Kung Fu Panda, d'après moi, on a deux messages qui font avancer ces films en termes de trilogie, ou quadralogie à compter de la semaine prochaine. De un, on a l'accomplissement de soi, la quête identitaire, le fait d'atteindre son plein potentiel en termes d'individu. Chaque fois que vous me disiez que je chantais mauvais, ça me faisait mal. Mais jamais aussi mal que tout ce que j'ai enduré dans ma vie à être seulement moi. Que si quelqu'un pouvait me transformer, c'était vous. C'est littéralement ce que Po avait peur de ne pas réussir à faire dans le premier film et ce que Shifu ne pensait pas qu'il était capable de faire. Vieil ami, le panda n'accomplira jamais sa destinée, pas plus que toi, tant que tu ne renonceras pas à tes illusions de contrôle. De deux, on a les erreurs du passé, des fois sur plusieurs générations, et comment les corriger. Tai Lung est devenu un monstre parce que Shifu était aveuglé par sa fierté pour son élève. Oogway n'a pas vu la noirceur dans le cœur de Kai, et c'est pour ça qu'il a fini par aller trop loin. Mais Kai et Tai Lung, selon cette lecture de l'œuvre, ce ne sont pas les ennemis de Po. Ce sont respectivement les ennemis de Oogway et de Shifu. Ça fait partie de ce qui rend cette trilogie si particulière. Sur trois antagonistes, il y en a littéralement juste un qui a une vraie rivalité avec le protagoniste. Et ce méchant, c'est Shen. En termes de rivalité, Po et Shen, premièrement, ils sont respectivement l'origin story l'un de l'autre. Sans la prophétie qui parle du guerrier noir et blanc, peut-être que Shen n'aurait jamais été banni de chez lui. Peut-être aurait-il changé de comportement via une meilleure éducation de la part de ses parents. Je veux dire, selon le wiki, Shen, il est censé être dans la quarantaine et il a été absent pendant 30 ans. Ça veut dire que quand il a conduit son génocide, c'était un adolescent qui avait peut-être encore besoin d'être guidé. Du côté de Po, on le voit que les pandas, c'est un peuple assez ermite dans le troisième volet. Si Shen n'avait pas rasé le village de Po, il n'aurait jamais été adopté, n'aurait pas grandi à côté du palais de Jade et probablement qu'il ne serait jamais devenu aussi passionné du kung-fu. Ce qui l'aurait juste privé de devenir le guerrier dragon. Justement, puisqu'on en parle, le guerrier dragon, son but c'est de faire évoluer le kung-fu et de l'amener vers une nouvelle et meilleure ère. Et Shen, son but, c'est dit textuellement qu'il veut détruire le kung-fu. Alors, ce sera la fin du kung-fu. Mais je viens d'apprendre le kung-fu. Mais à présent, c'est ton devoir de le sauver. Juste avec cette opposition, c'est très clair que les deux ne pourront pas atteindre leur but parce qu'ils ne sont pas compatibles dans une même existence. Le fait étant donc que ça les qualifie très bien comme arc Némésis. Aussi, les deux ont d'importants traumas d'enfance, les deux liés à l'abandon parental. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces abandons parentaux ne sont pas pour les mêmes raisons. Shen a été abandonné par ses parents parce qu'il a commis des horreurs. Po a été abandonné par les siens pour le protéger. D'un côté, on a un parent qui se
se rend compte de l'horreur qui est devenue son enfant. De l'autre côté, on a un parent qui veut tout faire pour le protéger. Mais pourtant, le résultat est le même, à savoir l'abandon. L'ironie étant que même si ces deux raisons sont totalement opposées, elles ont le même catalyste, à savoir la prophétie de la chèvre. Le jeune seigneur partit pour tenter de déjouer le sort. Mais les gestes qu'il posa ne firent que sceller son destin. Sans prophétie, pas de génocide, ça veut dire pas de bannissement pour Shen, ça veut dire pas d'abandon parental, autant pour le panda que pour le pan. Depuis le début, les deux personnages sont liés. Et c'est justement dans leur quête identitaire que tient leur lien, mais aussi leur rivalité. Je vous invite à vous poser réellement la question, qui est Shen? Et surtout, comment lui se voit? Est-ce qu'il a vraiment un désir ardent que ses parents soient fiers de lui ou est-ce que c'est juste une excuse pour étancher sa soif de pouvoir? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et honnêtement, je sais pas si Shen lui-même en aurait une. Pourquoi? Parce que le lien entre Po et Shen réside dans le fait que Po, il parvient à atteindre la paix via des travaux sur lui-même que Shen n'a jamais fait. Je ne pense pas que Shen soit capable de faire une bonne introspection, mais aussi et surtout, je crois que Shen n'a jamais appris à se poser les bonnes questions. Mes parents me détestaient. Tu comprends cela? Ils t'aimaient tellement qu'ils ont souffert de t'avoir chassé au point d'en mourir. Il est plus que temps que je vous présente ma théorie personnelle sur Kung Fu Panda 2. Pour ça, il faut remonter au début du film, quand la chèvre parle d'un guerrier de noir et de blanc. Si Shen continuait sur ce sombre chemin, il serait vaincu par un guerrier noir et blanc. Ici, c'est clairement dit que si Shen ne change pas de comportement, un guerrier noir et blanc va venir le défaire, ce qui est une mauvaise traduction. En anglais, on parle de « a warrior of black and white », qu'on pourrait traduire par « un guerrier de noir et de blanc », et non simplement « un guerrier noir et blanc », ce qui est une petite différence, mais qui va avoir une grosse importance. Regardez ça, il y a un yin-yang qui se dessine ici, exactement comme dans le montage où Po et Shen se retrouvent dans ce même symbole. Le yin-yang, c'est pas juste le bien et le mal, c'est la complémentarité, c'est l'énergie positive et l'énergie négative, mais surtout, c'est le bien dans le mal et le mal dans le bien. Ici, Po et Shen sont littéralement intégrés au symbole avec leurs couleurs respectives, façon imagée de dire qu'il y a un peu de Shen en Po et un peu de Po en Shen. Et je veux dire, c'est vrai, soyons honnêtes, Po et Shen, même s'ils sont sur des alignements fondamentalement différents, ils partagent énormément de défauts, comme l'arrogance, l'impulsivité, sans parler de leur désir de mise en scène qui est parfois abusif. Salut, Panda. Nous nous rencontrons enfin. Non. Enfin, nous nous rencontrons. Oui, c'est ça. Shen! Un panda se tient entre toi et ton... Quoi? Mais aussi, comme je l'ai dit, leurs histoires sont liées depuis le début, ce qui me pousse à me demander est-ce qu'on n'aurait pas juste mal compris cette dite prophétie. On a le yin et le yang, symbole dans lequel les deux antagonistes viennent s'inscrire. La prophétie parle d'un guerrier de noir et de blanc et non d'un guerrier simplement noir et blanc. Et si en fait ce guerrier, c'était Shen lui-même. Je pense que la prophétie avait pour but de faire comprendre au Seigneur Shen que s'il continue dans cette voie, il sera responsable de sa propre tombée dans les ténèbres. Et honnêtement, c'est juste ce qui est arrivé. Déjà, le guerrier de noir et de blanc, c'est une idée renforcée par ce visuel dans le montage du début du film. Et si oui, Po, il finit par détruire son armada, il fait des efforts pour ne pas le blesser. Il renvoie presque tous les boulets dans l'eau. Même pendant leur combat, il ne fait que se protéger. Et écoutez bien ce que Po dit à Shen à la fin du film. La seule chose qui importe, c'est ce que tu choisis d'être maintenant. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Comment j'aime le voir, c'est que c'est ça, cette fameuse voie sur laquelle Shen doit décider de continuer ou non. Encore rien n'est joué, il peut encore faire le bon choix. Mais Shen décide de continuer sur le chemin de la colère. Ce sont ses actions qui vont le mener à sa mort. Tu as raison. Alors je choisis ceci. Po, il a tenté de le sauver, mais au final, c'est bien Shen, un guerrier qui porte les couleurs du noir et du blanc, qui sera responsable de sa propre défaite, parce qu'il a refusé même, à la fin, de s'écarter de cette voie toxique. Est-ce que Shen est véritablement ce guerrier ou parlons bien de Po? Je vous laisse débattre en commentaire. Le fait étant que comme les personnages en termes d'écriture sont énormément similaires, on peut faire un cas pour les deux interprétations. Mais si Shen et Po sont extrêmement similaires, il y a une différence fondamentale entre les deux. La paix intérieure.
Selon Shifu, il y a deux façons d'atteindre la paix intérieure. Certains la trouvent dans la méditation et la patience, mais d'autres, comme lui et comme Po, la trouvent dans la souffrance. Pour Shifu, ce qui lui a fait trouver la paix intérieure, c'était le jour où Po est devenu le dragon guerrier. Rien ne fut plus atroce, plus cruel, plus éprouvant, plus terriblement accablant que... C'est bon, j'ai compris. que ce moment cauchemardesque. Pour lier ça avec un des thèmes de la saga, à savoir les erreurs du passé, Shifu, il réussit à trouver cette paix justement dans une erreur qu'il a fait par le passé. Quand j'ai compris que le problème ne venait pas de toi, mais de moi, j'ai trouvé la paix intérieure et j'ai pu canaliser le flux de l'univers. Pour Po, c'est en laissant exister la peine d'avoir été abandonné qu'il réussira à obtenir la paix intérieure, sûrement parce que ce qui lui manquait, c'était la vérité par rapport à son histoire. Il obtient cette vérité dans ce qui est facilement la meilleure scène de la saga Kung Fu Panda, peut-être la meilleure scène de toute l'histoire de DreamWorks. Qui es-tu, Panda? Je suis beau et il va me falloir un chapeau. Po ici, il a toutes les raisons d'être en colère, il a toutes les raisons de ne pas être en paix parce qu'il a vu Shen de ses propres yeux tuer son village au complet. Il est au courant que Shen est celui qui l'a privé de sa famille, mais pourtant il ne cherche pas à se venger. Et c'est via cette sagesse que Po trouve la paix. Puisqu'on parle d'animaux qui enseignent les arts martiaux, dans la série de 2012 de Tortue Ninja, il y a un épisode qui se concentre autour de Raphaël et autour du fait qu'il répond trop facilement quand on le cherche et qu'il ne maîtrise pas sa colère. Splinter va lui raconter quand un autre membre d'un autre clan est venu le provoquer et où il l'a agressé physiquement. Il dit que c'était pour défendre son honneur, mais qu'avec le recul, il n'aurait pas dû le faire. Et qu'il était en faute de cette colère parce que c'est lui qui s'était laissé atteindre. Il dit, et je cite, « C'est moi qui ai transformé ces mots en armes. » Et c'est ça, la paix intérieure. C'est pas l'absence de souffrance, mais bien la paix malgré la souffrance. C'est une nuance que Po a été capable de maîtriser, mais quelque chose que Shen, malheureusement, ne sera jamais capable de faire. Shen, il se sent en colère par rapport à Po parce que même si son but était de tous les éliminer, découvrir qu'il reste un seul panda vivant d'un, ça lui fait très peur parce que ça veut dire qu'il n'est plus invincible, mais aussi et surtout, ça veut dire qu'il a échoué encore une fois. Son but, c'était pas seulement de tuer Po, il voulait le blesser, il voulait lui faire mal, il voulait le briser. Et malheureusement pour Shen, je pense que c'est comme ça que lui-même comptait trouver la paix. La tasse que tu tentes de remplir est sans fond. Il est temps de mettre un terme à cette folie. Crois-tu qu'alors tu seras satisfait? La domination du monde entier te rendrait-elle plus heureux? Comment as-tu trouvé la paix? Je t'ai pris tes parents. Je t'ai tout pris. Il voulait faire du mal à son ennemi, lui faire du mal au point où il ne pourrait jamais en guérir. Et c'est comme ça que Shen comptait accomplir son but. Parce que pour lui, la souffrance vient de l'attitude des gens autour. Alors que le film nous fait très clairement comprendre qu'on peut toujours faire le choix de tourner la page. Le film nous fait comprendre que c'est ni facile ni impossible de guérir d'un traumatisme ou d'une blessure profonde. Ton histoire a peut-être commencé de façon malheureuse. Mais tout cela n'est pas le plus important. La seule chose qui importe, c'est ce que tu choisis d'être maintenant. Po, à la fin du film, je ne pense pas qu'il ait pardonné Shen, mais il lui laisse tout de même une chance. Peut-être pas forcément une chance de rédemption, mais au moins une chance de s'améliorer en tant que personne. Et aussi une chance de guérison. Ce que Po offre à Shen à la fin du film, c'est une chance d'oublier le passé. Et c'est cette attache à son histoire qui va retenir Shen de trouver la paix. Je me fiche de ce que font les cicatrices. Tu ne devrais pas. Tu sais, il faut oublier le passé, ça n'a plus aucune importance. Tu as raison. Alors je choisis ceci. On a donc les fantômes du passé et la quête identitaire, les deux thèmes principaux de la saga, qui ici viennent se relier au thème principal du film, à savoir la guérison et la paix intérieure. Cette paix, elle vient des démons du passé, comme l'était Tai Lung pour Shifu, comme le sera Kai pour Oogway, et comme les Shen à la fois pour Po et pour lui-même. Selon Po, le fait de faire la paix avec le passé, c'est le seul moyen de réellement être heureux. Mais malheureusement, Shen n'en est pas capable. Pourquoi? Parce que Shen, il a été battu par Po, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique.
Po a guéri, là où Shen, il continue de sombrer. Mais cette paix, elle passe aussi par la quête identitaire. Shen, il n'était pas obligé d'attaquer Po. Le panda le dira lui-même, il devait choisir qui il voulait être à ce moment. Et Shen, lui, il a choisi d'être l'incarnation de la haine et de la colère. C'est ce choix qui viendra une fois pour toutes lui faire passer le point de non-retour. S'il s'était avoué vaincu, les choses se seraient passées autrement. C'en est fini pour Shen à ce moment. Le canon lui tombe sur la tête, il ferme les yeux, acceptant son sort, ayant probablement compris qu'il ne sera jamais en paix avec le passé et que c'est la mort qui vient faire de lui un oiseau libre. Donc le Seigneur Shen, un méchant qui m'avait été extrêmement réclamé en commentaire et honnêtement je comprends pourquoi, c'est vrai que c'est un excellent antagoniste. En bout de ligne, l'histoire de Tai Lung résonne toujours mieux avec moi, mais si vous préférez Shen, non seulement c'est tout à fait correct, mais en plus vous n'avez même pas besoin de vous expliquer, je vois pourquoi. Pour son alignement donc, dans cette vidéo je l'ai qualifié de tyran et de dictateur, le mettre à n'importe où autre que loyal mauvais, ce serait donc très hypocrite de ma part. Sur ce, mes amis, vous pouvez regarder notre dernière vidéo en cliquant juste ici ou parler plus du meilleur méchant de la licence Kung Fu Panda en cliquant juste là. Dites-nous en commentaire de quel autre méchant on devrait parler tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.